Un homme qui peut nommer les choses peut contrôler son monde. Ces mots résonnent avec une vérité intemporelle, particulièrement dans le contexte de Carl von Linné, connu sous le nom de Linnaeus. À une époque où la diversité de la vie était chaotique, Linnaeus a révolutionné la classification des espèces vivantes. Son système de nomenclature, attribuant un nom latin à chaque espèce, a offert une clarté inédite dans un monde de confusion. Le XVIIIe siècle, période de rationalisme et de découverte scientifique, a favorisé l'émergence d'idées novatrices. Les naturalistes peinaient à trouver un langage commun pour décrire les innombrables espèces. L'Europe était un territoire d'exploration, riche en mystères biologiques, et la classification des espèces un défi. Des noms variés pour une même espèce circulaient, créant une cacophonie de confusion. C'est dans ce contexte que Linnaeus émergea. Né en Suède en 1707, il fut un enfant fasciné par la nature. Sa passion pour les plantes l'amena à l'université de Lund, où il étudia les sciences naturelles. Influencé par Aristote, Linnaeus comprit qu'il fallait un système de classification rigoureux. En 1753, il publia Species Plantarum, proposant un système de nomenclature binomiale, attribuant à chaque espèce un nom de genre et un épithète spécifique. Cette avancée majeure reliait chaque espèce à un vaste arbre de la vie, révélant les relations entre êtres vivants. Malgré la résistance de certains contemporains attachés à des systèmes anciens, la détermination de Linnaeus à structurer le savoir et à le rendre accessible ouvrit la voie à une meilleure compréhension de la biodiversité. Son travail, loin d'être une simple reformulation des noms, redéfinissait la perception du monde naturel. Les jardins botaniques et les cabinets de curiosité devenaient des lieux organisés, grâce à sa méthode systématique. Ce qui distingue Linnaeus, c'est sa nomenclature binomiale, clarifiant le langage scientifique. Par exemple, le Pinus sylvestri est reconnu universellement, évitant les confusions liées aux noms vernaculaires. Cela simplifia la communication entre chercheurs et favorisa l'échange d'idées. Cependant, Linnaeus dut faire face aux critiques de ceux qui considéraient ces classifications comme simplistes. Mais armé de conviction, il persévéra, affirmant que la nature est toujours meilleure que l'homme. L'impact de ses travaux s'étend à l'évolution. En étudiant les espèces d'une même famille, Linnaeus posa les bases d'une nouvelle compréhension qui influença plus tard Charles Darwin, qui proposa la théorie de la sélection naturelle. L'héritage de Linnaeus ne réside pas seulement dans ses classifications, mais dans la culture scientifique qu'il a établie. Il inspira des générations de naturalistes à explorer et à documenter le monde vivant. Son système de classification, ancré dans le tissu scientifique moderne, demeure fondamental. Les biologistes d'aujourd'hui, en étudiant les interactions entre espèces, poursuivent son œuvre. Son approche méthodique, loin d'être figée, évolua avec le temps. Au XXe siècle, les avancées technologiques ont permis de redéfinir les classifications linnéennes. Aujourd'hui, alors que nous faisons face à des défis environnementaux, son approche continue de guider la recherche. La vision d'un monde interconnecté rappelle que chaque espèce joue un rôle essentiel dans l'écosystème. L'esprit de Linnaeus, qui osa ordonner le chaos de la vie, demeure vivant. Son œuvre incarne l'essence de la quête scientifique, chaque classification étant un pas vers la compréhension des mystères de la biodiversité. Linné a courageusement présenté son système au monde, défiant l'académie et des siècles de doctrine. Sa passion et son engagement ont transformé la perception scientifique. Le jour de son discours, l'air était saturé d'excitation et de doute. Son approche, simple et claire, marquait une rupture radicale avec les pratiques antérieures. Alors que les semaines passaient, son système commença à s'installer dans l'esprit des contemporains. Les premières réactions furent mitigées. Certains des érudits les plus respectés, fidèles aux traditions de classification antérieures, voyaient d'un mauvais œil cette nouveauté. Ils critiquaient son audace à simplifier la nature complexe. Cependant, face à leurs objections, Linnaeus se révélait imperturbable. Dans ses lettres, il écrivait « La simplicité est la clé de la vérité ». Cette conviction le guidait. Sa méthode, loin de limiter la compréhension, offrait les fondations sur lesquelles de futures découvertes pourraient s'élever. Les bénéfices de sa nomenclature devinrent rapidement évidents. Des chercheurs de toute l'Europe commençaient à adopter ces classifications. Les naturalistes suédois, danois et anglais trouvaient dans ses travaux un sol fertile pour leurs propres explorations. Les expéditions maritimes, telles que celle du célèbre navigateur James Cook, rapportaient des espèces nouvelles que Linnaeus classait avec une précision inégalée. Par exemple, lorsque les naturalistes observèrent pour la première fois le aloe vera, ils purent s'appuyer sur son expertise pour le nommer avec exactitude. Les jardins botaniques, auparavant désordonnés, devenaient des modèles d'organisation scientifique, chacun arborant étiquette avec les noms linnéens. Ce fut dans cette ambiance d'effervescence intellectuelle que Linnaeus continua d'écrire et d'innover. En 1758, il publia la 10e édition de Systema Naturae, une œuvre monumentale qui élargit encore plus son système de classification. Ses descriptions des animaux et des plantes se précisaient, alimentant la curiosité. Cette publication marqua un tournant dans l'histoire de la biologie, non seulement pour ses classifications, mais aussi pour la manière dont il posait les questions. Qu'est-ce qui définit une espèce? Comment comprendre les relations entre les êtres vivants? Ces interrogations,
bien que simple en apparence, allait ouvrir la voie à des recherches et réflexions plus profondes, influençant les générations futures. Les lettres et publications de l'INAE circulaient rapidement parmi les cercles savants. Des naturalistes de toutes les régions du monde, de l'Amérique latine à l'Asie, commençaient à l'adopter comme référence. Ils recevaient des échantillons de plantes et d'animaux jamais vus, venant de terres lointaines. Chaque nouvelle espèce décrite devenait une victoire, un morceau ajouté au puzzle de la vie. L'INAE, avec son caractère passionné, se décrivait lui-même comme un humble serviteur de la nature, dédié à comprendre son ordre complexe. Pourtant, malgré ce succès grandissant, la controverse ne le quittait pas. Des opposants, au sein même de la communauté scientifique, se levaient souvent pour remettre en question l'applicabilité de son système. Ils soutenaient que sa méthode binomiale pouvait simplifier à l'excès la richesse de la diversité biologique. L'INAE, bien que conscient de ses critiques, demeurait confiant. Il faut commencer par une classification simple pour ensuite construire des complexités, affirmait-il. C'était là un aspect fondamental de son approche. La clarté était la première étape vers une compréhension plus profonde. Au fil des ans, son influence s'étendait bien au-delà de la biologie. L'intérêt pour la botanique et la zoologie s'est intensifié, donnant naissance à des sociétés savantes dans toute l'Europe. Ces institutions, fondées sur l'idée d'échange de savoir, prospéraient sous l'égide de l'héritage de l'INAE. Les naturalistes explorateurs, inspirés par ces travaux, se lançaient dans des expéditions audacieuses, parcourant des continents à la recherche de nouvelles espèces. Le tournant décisif dans la réception de ces idées est souvent attribué à la publication des travaux des naturalistes anglais aux alentours de 1760. La fascination pour la reconnaissance des espèces nouvelles, ainsi que l'enthousiasme pour les activités de classification, atteignaient leur zénith. Les botanistes se rendent compte que sous la houlette de l'INAE, il n'était pas seulement question de nommer des espèces, mais de les comprendre dans un réseau vivant d'interconnexion. Cela menait à une réflexion plus large sur la place de l'humanité dans le grand schéma de la vie sur Terre. Les explorateurs, animés par la quête de nouveautés, retournaient avec des découvertes d'une ampleur inédite. De l'Inde à l'Amérique du Sud, d'innombrables spécimens faisaient leur apparition dans les herbiers et les cabinets de curiosité. Ces échantillons, soigneusement collectés, étaient souvent accompagnés de notes précises sur les habitats et les comportements des espèces. L'INAE, dans ses écrits tardifs, évoquait l'importance d'une observation minutieuse. L'observation est le fondement de toute connaissance. Un naturaliste qui ne regarde pas est comme un aveugle dans la lumière du jour, disait-il, rappelant à tous l'importance de l'expérience et de la rigueur scientifique. L'héritage de l'INAE ne réside pas seulement dans ses classifications, mais dans la culture scientifique qu'il a établie. Il inspira des générations de naturalistes à explorer et à documenter le monde vivant. Sa vision de la nature, perçue à travers le prisme de l'ordre et de la logique, incita d'autres à se lancer dans des aventures intellectuelles et physiques. Parallèlement, ces méthodes posaient des questions fondamentales sur la diversité de la vie et son évolution, jetant ainsi les bases pour de futures réflexions. Son influence a également atteint la sphère philosophique. Des penseurs comme Jean-Jacques Rousseau et Voltaire discutèrent de ces idées, s'interrogeant sur le rapport entre l'homme et la nature. La fascination pour les classifications linéennes dépassait le cadre strictement scientifique, résonnant avec les préoccupations éthiques et sociopolitiques de l'époque. La différence entre le naturel et l'artificiel, l'harmonie de la nature face aux interventions humaines, devenait une thématique centrale dans les débats de l'époque. Dans l'héritage de Linné, son approche méthodique continue de résonner aujourd'hui. Sa vision d'harmonie entre les espèces est plus pertinente que jamais dans un monde confronté à des défis écologiques. Chaque espèce, chaque action compte. En tant que gardien de la biodiversité, il est de notre responsabilité de préserver notre planète. L'héritage de Linné nous appelle à écouter la nature et à agir. Que faisons-nous pour préserver cet équilibre délicat ? L'œuvre de Linné nous inspire à envisager un avenir où l'harmonie entre l'homme et la nature est une réalité. Sa vision demeure une lumière guidante dans notre quête de connaissance et de compréhension, nous rappelant que chaque espèce a sa voix, méritant d'être entendue.